Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur les conclusions de la dernière réunion de la 4e commission de l'ONU consacrée au conflit du Sahara occidental. Il est intitulé « Conflit du Sahara occidental, le Maroc humilié à l'ONU ». Pour en parler, il y a avec nous le docteur Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Il y a également avec nous Mokrane Aïtouarabi, journaliste politique. Mokrane Aïtouarabi travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Comme à chaque numéro de Grand Angle, nous serons accompagnés par Rima Louibi, enseignante universitaire et consultante de l'émission. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour docteur Saïd Ayachi, merci d'avoir accepté notre invitation. Mes salutations chaleureuses à tous les auditeurs et auditrices de Ifriqiya FM. Alors avant de vous céder la parole, je rappellerai quelques éléments factuels importants. Alors, nouveau camouflé pour le Maroc à l'ONU, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté jeudi 17 octobre 2024, lors de sa 79e session de haut niveau, une décision sans vote, c'est-à-dire par consensus, sur le Sahara occidental en se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Dans sa décision, la Commission a réaffirmé le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément au principe de la Charte des Nations Unies et à la décision numéro 1514 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Aussi a-t-elle souligné la responsabilité des Nations Unies envers le peuple du Sahara occidental, exhortant le Comité des 24 à poursuivre l'examen de la situation au Sahara occidental en tant que territoire à décoloniser et de soumettre un rapport y afférent lors de la 80e session de l'Assemblée générale. Elle a également appelé le secrétaire général de l'ONU à soumettre un rapport sur la mise en œuvre de cette décision à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session. La réaffirmation de la 4e commission du cadre juridique de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation et de la responsabilité de l'instance tunisienne envers le peuple sahraoui constitue à l'évidence une réponse forte et claire aux tentatives de l'État occupant marocain visant à altérer la nature juridique de la question sahraoui. Les mensonges marocains ont fondu comme à chaque fois, comme neige au soleil. Docteur Saïd Ayachi, bonjour à nouveau, merci d'être là avec nous. Merci à vous aussi. Alors, le mois d'octobre 2024 a été calamiteux pour la diplomatie marocaine. Le département dirigé par Saïd Bourita a essuyé 2 revers importants. L'un face à la Cour de justice de l'Union européenne et l'autre devant la 4e commission de l'ONU. Alors, sur le terrain du droit, Dr Saïd Ayachi, le Maroc a pratiquement perdu tous les combats face au Front Polisario. En réalité, ce sont les manœuvres dilatoires du régime marocain qui ont de tout temps, d'une certaine façon, voulu échapper au couperet du droit international et à son obligation de le respecter. Mais vous avez raison de dire que ce mois d'octobre est un mois calamiteux pour le régime marocain, mais resplendissant pour le peuple sahraoui. Exactement.
c'est une étape historique, une victoire d'étape historique pour le peuple sahraoui dans sa lutte pour la dignité, la liberté et l'indépendance. Et il me plaît de rappeler avec vous que le premier coup, et moi je suis de ceux qui pensent que c'est un véritable tremblement de terre dans le dossier du Sahara occidental, l'arrêt de la Haute Cour de justice de l'Union européenne, sans embâche à partir d'un continent qui groupe 27 pays parmi les plus influents, les plus économiquement développés, les plus politiquement actifs, qui reconnaît au peuple sahraoui d'abord l'existence du peuple sahraoui. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le régime du Makhzen et certains de ses soutiens nient l'existence même du peuple sahraoui qui, maintenant, la Haute Cour vient de dire que ce peuple existe dans toute sa dimension sociale, anthropologique et toutes les caractéristiques qui font d'un peuple ce qu'il est. Et puis non seulement il dit qu'il existe, mais il est souverain de ses richesses et le seul décideur sur ses richesses. C'est très important, ça veut dire que nul ne peut venir d'une façon ou d'une autre gérer les richesses du peuple sahraoui sans le consentement de ce même peuple. Mais il dit en même temps que le Front Polisario est le représentant légitime du peuple sahraoui. C'est-à-dire que il y a, si on doit prendre langue, c'est avec le peuple, avec le Front Polisario qui représente le peuple. Et cerise sur le gâteau, et c'est une grosse cerise, c'est que l'arrêt lui-même dit il n'y a aucun lien de sujétion entre le territoire du Sahara occidental et le Maroc. Et cela sont les assises fondamentales, historico-diplomatiques pour asseoir le renoncé du jugement, pour dire les accords qu'il y a entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc en ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles et des produits halieutiques est tout à fait illégal. Et donc, c'est quelque chose qui remet en cause beaucoup de choses. Pour le Maroc d'abord, parce que évidemment, il spoliait, et c'est un des objectifs majeurs de la colonisation du Sahara occidental, il spoliait les richesses du Sahara occidental, par exemple le phosphate de Boukhara, ajouté au gisement phosphatier marocain, fait du Maroc les plus grandes réserves mondiales du phosphate, ce qui lui donne un statut énergétique particulier. Mais aujourd'hui, il est amputé du phosphate de Boukhara, comme il est amputé des richesses halieutiques qui se trouvent dans les eaux territoriales sahraouis, comme il est amputé des produits agricoles qu'il commercialise sous l'étiquette produits du Maroc en Europe. Et ça, c'est du côté marocain. Mais du côté européen, vous avez donc cette remise en cause de ces accords tout à fait illégaux, comme le dit la Haute Cour, mais de l'autre côté aussi, nous allons assister à la fin des ambitions d'investissement et de développement en partenariat entre certains pays européens. Je citerai la France et l'Espagne en premier. L'Espagne en particulier, oui. En particulier, et le régime marocain. Et donc, vous voyez, c'est un véritable chamboulement non seulement économique, mais aussi politique, diplomatique. Évidemment, la chose, je suis de ceux qui pensent que la chose qu'il faut retenir le plus, évidemment, c'est bon à prendre qu'il y ait cet arrêt d'exploitation des ressources naturelles, mais c'est surtout ce statut politique reconnu au Front Polisario, cette existence du peuple sahraoui, et cette distinction entre les territoires marocains et les territoires sahraouis, et c'est une véritable claque magistrale pour le Makhzen. On ajoute donc ce que vous venez de dire, Oussia Dezine, la recommandation de la 4e commission, qui par ailleurs, mais cela montre tout le paradoxe du système des Nations Unies. Cette commission est appelée commission de décolonisation, et le dossier du Sahara occidental donc est le dossier le plus lourd qu'a à faire évoluer la 4e commission. Elle l'a jugé et elle l'a sanctionné par une recommandation qui est conforme au droit international, c'est-à-dire reconnaître au peuple sahraoui son droit à choisir librement son destin. Selon, vous l'avez cité, c'est la fameuse résolution 1514 du droit international. De décembre 60. De décembre 60. Dans mon esprit, moi, je relis toujours, quelques jours avant, le 11 décembre 1960, il y avait les manifestations de Bellecour, et donc les échos sont arrivés jusque dans les couloirs des Nations Unies.
pour l'adoption de cette résolution. Oui. Et donc, avec cette recommandation de la 4e commission, le Makhzoni groggy, deux coups d'ailleurs, ce qui fait que le roi du Maroc, dernièrement dans son discours à l'intention du Parlement marocain, n'a fait que parler de cette déconvenue de la diplomatie marocaine à notre revers. Mais c'est aussi, disons-le tout net, premièrement, Oustaz Zine, moi je suis de ceux qui ne manquent jamais l'occasion de rendre hommage à la probité intellectuelle des magistrats de la Haute Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'ils ont subi d'énormes pressions. Exactement. Et même, dit-on, selon certains journalistes, quelques menaces. Et puis, il y a cette victoire du droit international au niveau de la 4e commission. Je le souligne, pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte international où le droit international est bafoué, foulé aux pieds, chahuté, violé. On le voit comment cela se passe en Palestine. Et donc, ce qui nous reste maintenant à faire, puisque c'est reconnu pour les Sahraouis, c'est reconnu par la même occasion pour les Palestiniens et vice-versa, c'est l'application du droit international. Et là, ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité qui sont interpellés pour faire en sorte que leurs résolutions qu'ils émettent chaque année deviennent obligatoires dans leur application, et donc passer du chapitre 6 au chapitre 7 pour obliger l'entité sioniste et le régime marocain à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Il s'agit aussi d'obliger les États membres de l'Union européenne à appliquer la décision de justice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'invalidité des accords commerciaux conclus entre le Maroc et Bruxelles. Vous soulevez un beau problème, parce que souvenez-vous, le Parlement européen, donc qui fait partie des institutions de l'Union européenne, le Parlement européen, combien de résolutions il a fait contre l'Algérie pour une pseudo non-respect du droit, d'expression du droit à la liberté, de la démocratie, etc. Nous allons voir ces mêmes États européens s'ils vont respecter leur propre justice. Ce n'est pas la justice de notre pays, c'est la justice européenne. Je rappelle par la même occasion, les juristes ne me contrediront pas, le droit européen est supérieur au droit national. Et donc ils n'ont aucune échappatoire que d'appliquer la résolution, le jugement de la Haute Cour. D'ailleurs, le parcours de ce jugement, 2016, 2018, 2021, chaque fois un recours de la Commission européenne et du Conseil européen, et chaque fois les juges à qui je rends hommage encore pour la deuxième fois, ont maintenu leur position et ont dit le droit, seulement le droit, tout le droit, au bénéfice du peuple sahraoui. Merci beaucoup, docteur Saïd Ayachi. Restez avec nous. Nous avons encore une batterie de questions à vous soumettre. En attendant, je vais en soumettre une à Moukrana Touarabi. Je rappelle que Moukrana Touarabi est journaliste politique. Il s'intéresse beaucoup aux questions de sécurité en Afrique. Moukrana Touarabi, donc vous l'avez relevé comme nous, la décision de la 4e commission de l'ONU constitue donc une réponse claire aux positions de certaines parties soutenant l'occupant marocain et sa politique expansionniste, ainsi qu'aux tentatives visant à porter atteinte aux droits inaliénables du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à l'indépendance, à sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, ainsi qu'au respect de l'intégrité territoriale de son territoire. Alors, quelle est la particularité de la résolution adoptée par ce comité des 24 à l'occasion de sa réunion le 17 octobre? Le Maroc ne souffre-t-il pas de schizophrénie, Moukrana Touarabi? Vous avez bien fait de le souligner. Effectivement, la particularité, c'est que cette résolution a été approuvée à l'unanimité. 193 pays ont voté dans le Maroc, qui est la puissance occupante de ce territoire du Sahara occidental. C'est bien évidemment une schizophrénie, c'est une tromperie. Ça prouve encore une fois la malhonnêteté de cette monarchie qui passe son temps justement à accuser les pays comme l'Algérie
qui défendent le principe inaliénable de ce peuple sahraoui à l'autodétermination et qui défend aussi le droit international, parce qu'il s'agit du droit international, il s'agit de la résolution 1514 qui n'a pas été écrite par l'Algérie, elle date de 1960, l'Algérie n'a pas encore acquis l'indépendance. Du 14 décembre 60. Voilà, donc cette résolution qui justement octroie au peuple et aux pays colonisés le droit donc à être libre et indépendant. C'est un droit qui s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, les Sahraouis sont dans leur droit de demander ça. Le Maroc a tout fait pour occulter, pour cacher, pour effacer l'existence même de ce peuple sahraoui en considérant qu'il n'y a pas de peuple sahraoui que ce dépopulation. Aujourd'hui, cette résolution vient rappeler au Maroc et à ses soutiens qu'il y a bel et bien un peuple sahraoui, il y a bel et bien un représentant de ce peuple qui est le Front Polisario et avec lequel on doit traiter pour justement aller vers l'application du droit international qui passe nécessairement par le référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Maroc, encore une fois, il a démontré que finalement le discours qu'il tient par rapport à ce dossier, c'est un discours qui tient pas la route, par la simple raison que, encore une fois, lui-même accepte et approuve une résolution qui dit quoi? Qui dit que c'est un territoire occupé, qui est colonisé. Mais ça prouve aussi que la diplomatie marocaine est complètement déboussolée. Alors et aujourd'hui, pourquoi il est dans cette situation justement? On peut revenir sur la situation interne au Maroc, qui est catastrophique à tout point de vue. Vous avez un roi qui est malade, qui ne gère plus les affaires courantes, et c'est pas moi qui le dis, c'est la presse spécialisée qui suit justement le dossier sahraoui, notamment El Confidencial, c'est un journal espagnol qui fait part qu'aujourd'hui il est incapable physiquement d'assurer les affaires courantes. Donc il y a un cabinet noir qui est en train de diriger, un cabinet noir sionisé, il faut le dire, qu'aujourd'hui les décisions ne viennent pas du peuple, des dirigeants marocains, mais un ils sont cabinet noir qui est sous l'influence qui est dirigé de l'extérieur. Qui est dirigé de l'extérieur, et c'est pour ça que tout l'arsenal est axé contre un pays qui s'appelle l'Algérie, un pays frontalier voisin, qui doit, normalement c'est un pays frère. Aujourd'hui on l'attaque et on l'accuse de soutenir une cause juste que la planète entière soutient aujourd'hui. C'est une diversion pour le nettoyage. C'est une diversion parce qu'ils n'ont pas autre chose. Le roi du Maroc qui part du Sahara occidental, alors que la rue Grande, il y a des millions de Marocains qui marchent toutes les semaines et qui demandent l'amélioration des conditions de vie, qui dénoncent aussi l'abjecte décision de normaliser les relations avec l'antisioniste pendant que le peuple palestinien se fait massacrer par cette même entité. Donc aujourd'hui, le Maroc sous influence, c'est un État en difficulté, il rencontre d'énormes difficultés économiques auxquelles il ne peut pas répondre, donc il crée des versions par le dossier du Sahara occidental en imaginant des victoires, en transformant les échecs en victoires, voilà. Très bien, Prolet Ouarabi. Alors, il y a eu le débat, mais avant, il y a un certain nombre d'organisations de la société civile, donc, qui ont discuté de la situation au Sahara occidental, et les débats ont été extrêmement instructifs et extrêmement intéressants, Madame Louibi. Oui, mais si vous permettez, je voudrais juste revenir au poids de la communauté internationale. Ça a été même cité par M. Ayachi, où on voit que les syndicats aussi ils ont joué un rôle extrêmement important, notamment en France, en Espagne, pour justement annuler les accords commerciaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait tout un effort de la part de ces syndicats, de la part également des journalistes qui ont soutenu la cause sahraoui et qui ont même fait l'objet des arguments. Et qui ont été sous forme de pression, principalement du gouvernement espagnol, où le syndicat des pêcheurs, ils ont appelé Sanchez à annuler tous les accords de pêche avec le Maroc. De ce fait, la communauté internationale a joué un rôle extrêmement important pour justement appuyer l'appel de l'Algérie qui consiste, à vrai dire, à un recadrage du droit international
international et un rappel aux résolutions onusiennes qui sont des résolutions, je veux dire, immuables dans la mesure où on parle de 15-14. Ça a été cité par Mokran et M. Ayashi. Oui, la déclaration, la résolution de 15-14, ainsi de la résolution 15-41 et 26-25, qui stipule que seul le peuple a le droit de déterminer son destin. Voilà. Très bien. Monsieur Saïd Ayashi, je rappelle que vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Donc en cette qualité, vous avez eu à participer justement, à assister à des réunions du comité des 24. Vous l'avez été en tant que pétitionnaire. Cette année, on a enregistré la participation de 157 pétitionnaires. Cela prouve que la cause sahraoui est soutenue par de nombreux acteurs de la société civile internationale. Ces pétitionnaires présents à cette réunion ont appelé particulièrement l'Espagne et la France à cesser de soutenir le Maroc. Pourquoi, selon vous, ces deux pays continuent à soutenir le fait colonial au Sahara occidental? Il faut le dire, docteur Saïd Ayashi, que sans le soutien de Madrid et Paris, le conflit du Sahara occidental aurait connu son épilogue il y a bien longtemps. C'est exact. Laissez-moi vous dire deux mots, si vous le permettez, à propos de ces séances de pétition. Oui. Ces séances de pétition participent de la volonté des Nations Unies d'associer la société civile aux travaux des différentes commissions des Nations Unies, c'est-à-dire des États qui constituent, j'allais dire, l'ossature humaine des Nations Unies. Oui. Et par conséquent, la 4e commission admet pendant 3 après-midi, le dossier du Sahara occidental étant le plus lourd. Pendant 3 après-midi pleines, elle admet des pétitionnaires, des gens qui viennent de la société civile pour plaider pour tel ou tel dossier, donc pour plaider pour le dossier du Sahara occidental en ce qui nous concerne et pour dire ce qu'ils pensent. Évidemment, la vérité, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent plaider pour le régime marocain, mais on le sait, comme le Makhzen est expert dans l'achat des consciences et le chantage et la corruption, il a même carrément, nous avons vu des gens payés qui viennent là-bas pour raconter des fadaises. Mais malgré la diplomatie du chéquier, les pétitionnaires pro-Makhzen n'étaient pas très nombreux, alors que les pétitionnaires pro-Sahraoui étaient au nombre de 157 cette année. Mais ce qui est pathétique, Oussad Zine, c'est quand vous entendez ceux qui viennent plaider pour les Sahraouis, mais ils ont une tonne d'arguments, c'est-à-dire comme le temps de parole est limité à 3 minutes, ils n'ont pas le temps de parler de tout ce qui est positif pour les Sahraouis. Et donc on est obligé de nous partager les différents thèmes, les violations des droits de l'homme, les entraves faites aux différents envoyés personnels, bien sûr l'historicité du conflit, la répression dans les territoires occupés, la répression dans les territoires occupés, bien entendu, l'expoliation des ressources naturelles. On peut pas parler de tout en 3 minutes, et donc on se partage les thèmes. Et vous voyez donc ces pétitionnaires flamboyants, pro-Sahraoui, qui abordent tous les thèmes avec une très très grande maîtrise et avec un très grand panache. Et à côté d'eux, en face d'eux plutôt, ceux qui plaident pour le Maroc et qui sont en minorité n'ont rien à dire d'autre que sortir des fadaises sur la milice du Front Polisario, les enfants soldats, l'Algérie bien sûr, et ils se font recadrer de temps à autre par nos représentants. Cette année, ils ont trouvé un stratagème, ils ont amené une pseudo-diplomate, une femme teigneuse, méchante, qui passe son temps à interrompre les pétitionnaires pro-sahraouis, et évidemment, les mécanismes étant ce qu'ils sont, elle veut casser le rythme, et elle n'est pas arrivée à le faire parce que, encore une fois, le nombre des pétitionnaires pro-sahraouis et la validité de leur thème a fait que ils ont complètement inondé la salle des arguments pro-sahraouis. Ce qui est bien sûr un plus
pour la cause du peuple sahraoui. Et cette année particulièrement, les pétitionnaires pro-sahraouis ont tenu un discours à charge à l'égard de Paris et de Madrid, deux pays qu'ils accusent d'alimenter le conflit et de déstabiliser davantage la région. Et ce n'est pas un secret, Oui. Les pétitionnaires venant du monde entier, je dis bien du monde entier, Exactement. demandent chaque année à avoir une réunion de coordination qui d'ailleurs se déroule au niveau de notre mission permanente à New York. Oui. Et lorsqu'on se répartit les tâches, il est question de dire deux choses. Pourquoi pour l'Espagne et le Maroc c'est important et gravissime d'une certaine façon. L'Espagne a des responsabilités historiques. Oui. Il y a eu d'abord l'abandon lâche du peuple sahraoui à la colonisation marocaine. Alors que l'ONU a demandé à l'Espagne en 1974, sciemment la résolution existe, l'Assemblée générale a demandé à l'Espagne d'organiser le référendum d'autodétermination. Et l'Espagne a fui en 1975. Oui. Et donc, en plus de ces responsabilités historiques, il faut rappeler qu'il n'y a que une partie du gouvernement de M. Sanchez qui appuie les thèses marocaines. Il y a l'immense majorité de la classe politique espagnole qui veut que l'Espagne ait une position d'équilibre sur le conflit en respectant sa responsabilité historique, mais il y a surtout 80% du peuple espagnol qui appuie, lui, ouvertement les thèses du Front Polisario. Et puis pour la France, c'est justement, j'allais dire, ce qui a, d'une certaine façon, amené la réaction à l'eau. Oui, nous vous écoutons. Ce qui a amené la réaction de notre gouvernement, c'est la responsabilité de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Oui. En tant que membre permanent, il a l'obligation, il a le devoir de défendre la paix et la sécurité dans le monde. Le droit international. Et le droit international, et non pas de venir attiser un conflit. Oui. De l'entretenir d'une certaine façon en venant appuyer des thèses injustes et dangereuses de l'expansionnisme marocain, et par conséquent notre gouvernement a protesté parce que ce conflit se développe à nos frontières. Exactement. Et il peut déborder. Et cela ne garantit et j'allais dire ne peut pas assurer la sécurité et la paix dans la région. Voilà pourquoi aussi la France a été dénoncée dans sa prise de. On sait que la France depuis longtemps déjà elle appuyait d'une certaine façon le Maroc dans son expansionnisme, mais tout au moins a gardé quand même cet aspect de respectabilité au niveau du Conseil de sécurité en se prononçant pour le droit international. Aujourd'hui, la France est franchement contre le droit international et cela n'est pas acceptable pour un membre permanent au Conseil de sécurité. Absolument. Docteur Saïd Ayachi, tous les représentants de pays ayant eu à intervenir durant la réunion de ce comité des 24 ont souligné que les négociations directes de bonne foi et sans conditions préalables entre les deux parties au conflit, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, sont plus à même de permettre le règlement de ce conflit. Alors selon vous, docteur Ayachi, pourquoi le Maroc a-t-il peur d'aller vers des négociations directes avec le Front Polisario? Pourquoi a-t-il peur de mettre en jeu sa fameuse proposition d'autonomie? Si elle est si séduisante que ça, en principe, il ne devrait pas avoir peur de négocier avec le Front Polisario. D'abord, question très pertinente. D'abord, vous savez que des négociations, il y en a eu entre le Front Polisario et le Maroc. Oui. Mais là, dans le développement maléfique du dossier par le Marzen, on arrive à la situation suivante. Le Maroc, maintenant, le régime marocain du temps de Hassan II, à 97 déjà, avait la certitude que aller au référendum, c'est perdre le territoire, c'est-à-dire c'est être défait dans sa entreprise coloniale. Et c'est comme ça que Hassan II a arrêté l'étape d'identification qui était entreprise par la MINURSO. Et par la suite, toutes les négociations qui devaient venir, en fait, le Maroc ne veut plus de négociations parce que de quoi voulez-vous qu'on parle dans les négociations si ce n'est de fixer le référendum d'autodétermination qui est dicté par le droit international. Oui, le Maroc ne veut c'est pour ça que la MINURSO a été créée. Absolument, et la MINURSO existe toujours. D'ailleurs, nous sommes à quelques encablures du renouvellement de son mandat fin octobre 2024. Et donc le Maroc, le régime marocain ne veut pas aller aux négociations parce que c'est
là qu'il y a le point à discuter, le point crucial qui est de fixer la date du référendum tel que le dicte le droit international. Alors qu'est-ce qu'il fait le régime marocain? Il veut le cadre juridique lui étant défavorable, exactement, le référendum lui étant défavorable, il veut absolument soustraire le dossier de son cas juridique et en faire un problème de voisinage avec l'Algérie, en faire bilatéraliser le problème entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est cela qui vous avez ces discours fallacieux du régime marocain pour dire le Polisario est une création de l'Algérie, le peuple sahraoui n'existe pas, le conflit est créé de toutes pièces par le pouvoir algérien, et alors que ce même régime marocain oublie deux choses fondamentales. C'est avec le Front Polisario qu'il a signé le cessez-le-feu en septembre 1991. Ce n'est pas avec l'Algérie. Et c'est avec le Front Polisario qu'il a eu plusieurs rondes de discussions, des négociations à différentes étapes du parcours du dossier. Et aujourd'hui, le Maroc s'arc-boute, revendique, veut imposer les fameuses tables rondes pour en faire de l'Algérie une partie prenante dans le dossier, toujours dans l'optique de bilatéraliser le problème avec l'Algérie, ce que nous refusons bien sûr, puisque les parties en conflit sont clairement identifiées. Il s'agit du Front Polisario et du Royaume du Maroc, et que le droit international doit s'appliquer entre ces deux parties, et seulement entre ces deux parties. Ce qui intéresse l'Algérie, c'est que le conflit se déroule à nos frontières, et qu'il menace la paix et la sécurité dans la région, et qu'à ce titre, en plus d'être un membre de la communauté internationale soucieux de l'application du droit international et de son respect, nous avons aussi la responsabilité en tant que pays de pouvoir garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, et par conséquent contribuer à ce que ce conflit connaisse une issue conforme au droit international. C'est pourquoi nous militons, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde, sans aucun a priori en ce qui concerne le voisinage du Maroc, sauf pour ce qui est des problèmes qui nous concernent en tant que voisins, et que d'ailleurs le régime marocain refuse absolument d'en discuter. Merci beaucoup, Dr Saïd Ayachi, pour ces éléments extrêmement pertinents. Je reviendrai vers vous dans une minute ou deux. En attendant, j'ai une autre question pour Moukolana Touarabi. Alors, Moukolana Touarabi, le débat général au titre du segment consacré à la décolonisation de la 4e commission s'est tenu du 3 au 7 octobre 2024. Alors, une grande majorité de représentants de pays ont dénoncé les violations massives du Maroc des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, en soulignant que le Royaume du Maroc a empêché pour la 9e année consécutive les agences unisiennes chargées de la protection des droits de l'homme de l'ONU, notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme, d'effectuer des visites dans ces territoires. Mais le roi est pratiquement nu. Le Maroc a été attaqué de toutes parts. Tout à fait, c'est ce qu'on peut dire une résolution complète qui traite tous les aspects du droit à l'autodétermination, à ce qui se passe dans les territoires du Sahara occidental en termes de droits de l'homme, non-respect des droits de l'homme et de pillage des ressources, parce que la même résolution a beaucoup insisté aussi sur cette situation de pillage des ressources et sur l'illégalité des activités économiques sur le territoire du Sahara occidental. Et vous savez que justement la politique avec laquelle le Makhzen traite justement les Sahraouis, c'est une politique qui ne fait pas attention aux règles les plus élémentaires en termes du respect du droit. Je peux vous citer des dizaines, vous savez déjà, il y a des dizaines et des dizaines de prisonniers sahraouis qui croupissent dans des prisons surtout les membres du groupe de Gdimizik. Tout à fait. D'ailleurs, l'un d'eux, justement, Al-Hussein
Boujma Azaoui est en grève de la faim depuis quelques jours. Pour dénoncer ces conditions. Pour la deuxième fois, il a déjà fait une grève, ces conditions de détention et le non-respect des règles plus élémentaires de détention qui sont définies par la législation internationale. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de prisonniers qui ont été arrêtés lors justement de ces manifestations qui remontent à 2010, à septembre 2010, qui sont condamnés à de lourdes peines. Certains d'entre eux qui sont des défenseurs justement des droits de l'homme se sont retrouvés à des peines à perpétuité. On peut citer Ahmed Sebaï, cofondateur de la Ligue sahraoui pour la protection des prisonniers politiques dans les prisons marocaines. Il y a aussi Sid Ahmed Lemjaïd, qui est président du comité pour la protection des ressources naturelles au Sahara occidental, qui a beaucoup fait sur la dénonciation du pillage des richesses au Sahara occidental. Et vous avez aussi Brahim Ismaili, président du Centre pour la préservation de la mémoire collective sahraoui. Tous ont écopé d'une condamnation à perpétuité. D'autres aussi ont eu des condamnations qui dépassent tout entendement. Dans les territoires sahraouis occupés, les violations des droits de l'homme sont massives et systématiques. C'est tous les jours, que justement les autorités marocaines malmènent les Sahraouis ou carrément ils les jettent en prison sans le respect des règles. Vous savez, même un prisonnier, même un criminel, il a des droits dans sa cellule. Donc il n'est pas faux de dire que le Maroc pratique une politique d'apartheid dans les territoires sahraouis occupés, qui n'est pas loin de ce que fait l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. C'est la même politique, c'est la politique du colonisateur qui veut à tout prix étouffer toute voix qui va dans le sens de remettre en cause justement sa présence et son contrôle du territoire et qui risque justement de faire bouger les choses. Et il cherche à étouffer le peuple sahraoui parce qu'il n'a jamais admis l'existence de ce peuple. Il a toujours voulu cacher l'existence du peuple sahraoui. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, en 2024, on entend encore au Maroc qu'il y a des otages à Tindouf, mais c'est incroyable. Alors qu'il y a des dizaines de hauts responsables des Nations Unies qui se sont rendus sur place. Il est sous l'autorité du Haut Commissariat aux réfugiés qui dépend de l'ONU. Beaucoup d'ONG actives sur place, internationales, connues du monde notamment occidental qui sont là. Voilà, donc il fait tout pour effacer toute existence de ce peuple. Et cette résolution, malheureusement pour eux, vient rappeler tout ça. Vient dire qu'il y a un peuple sahraoui et qui a le droit à l'autodétermination et dont les richesses sont pillées et dont les militants sont jetés en prison sans le respect des droits les plus élémentaires. Oui, c'est une déclaration qui bat en brèche le narratif du Maroc sur la situation des Sahraouis dans les territoires occupés. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Mpointoua Rabi. Je me tourne vers vous, Madame Louis-Birima. Lors de cette réunion de la 4e commission, le Maroc a reçu plusieurs camouflets et l'un d'eux est venu de la Hongrie. La Hongrie qui, au nom des États membres de l'Union européenne et des pays candidats, on parle du Monténégro, de la Moldavie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord et de Saint-Marin. Alors, la Hongrie a prononcé une déclaration qui a certainement eu un effet foudroyant sur le Maroc. Oui, effectivement, puisqu'ils ont rappelé c'est au nom du groupe des amis de la charte de l'ONU créée déjà en 2021 et qui ont justement appelé à encourager les deux parties au Maroc et le Front Polisario a œuvré en faveur d'une solution dans le cadre onusien. Ils ont également appelé les parties à coopérer pour trouver une solution conformément au but et aux principes de la charte, ainsi à l'adoption
des solutions qui seront en faveur du peuple sahraoui. Ce qui est important, ce qui a été également soulevé par Mokran, c'est la violation du Maroc des droits de l'homme. Nous avons assisté au témoignage des familles des prisonniers sahraouis lors de ma visite au camp à Boujdour. Et on a parlé de la souffrance des familles des prisonniers quand ils revendiquent ou quand ils demandent aux autorités marocaines de rapprocher les prisonniers sahraouis pour qu'ils puissent leur rendre visite. Et au lieu de le faire, ils font éloigner davantage ces prisonniers pour justement entraver la visite des familles. À savoir aussi que lorsqu'on parle de cette comparaison avec l'entité sioniste, le mur de séparation a été conseillé par Sharon à Hassan II. Donc on parle de mêmes pratiques et de mêmes violations, et aussi au même destin de deux peuples, le peuple sahraoui et le peuple palestinien. Donc, ceci dit qu'aujourd'hui, la communauté internationale se réfère au droit international, aux résolutions onusiennes, ce qui est une véritable victoire du droit international en faveur du peuple sahraoui, qui est le seul maître de son propre destin. Bravo, merci beaucoup. Donc malgré les efforts du Maroc de changer les paramètres du conflit, la question du Sahara occidental reste entre les mains de l'ONU et particulièrement du Conseil de sécurité de l'ONU. Docteur Saïd Ayachi, alors je vous repose un peu la même question que celle que je viens de poser à Madame Louis-Birima. Alors la Hongrie, au nom des États membres de l'UE, a fait une déclaration quand même qui a été extrêmement remarquée. Elle a complètement discrédité enfin du moins selon notre point de vue, les récentes positions affichées par la France et l'Espagne sur la question du Sahara occidental, dont le Maroc justement se félicite. Elle vient également infliger un nouveau revers au Maroc, surtout après les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui annule définitivement les accords de pêche agricole, enfin les accords commerciaux entre l'Union et le Maroc. Est-ce que vous vous attendiez à une telle déclaration, Dr Saïd Ayachi? Pas du tout, et c'est un rayon de soleil dans la sombre atmosphère européenne qui jusqu'à maintenant a fait preuve du fameux double standard selon les conflits et les victimes. Et bien sûr, la déclaration hongroise est très bonne à prendre, surtout précisément dans le contexte de ces victoires successives du Front Polisario et du peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance et la dignité. Je suis de ceux qui peuvent considérer au jour d'aujourd'hui, dans cette étape où l'on se trouve, que la Hongrie est l'honneur de l'Union européenne à côté de tout ce qui a été fait de négatif. Et vous aviez posé une question très pertinente à vos invités, à nos amis, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Très rapidement... Je vous en prie, Dr Saïd Ayachi. Très rapidement, vous savez qu'il y a plus d'une soixantaine de rapports qui dénoncent les violations massives, caractérisées, quotidiennes des droits de l'homme au Sahara occidental perpétrées par l'administration marocaine d'occupation. Des violations de toutes sortes. Toute la panoplie y passe. Les viols, les vols, les exécutions extrajudiciaires, les procès iniques, vous invitez à en parler des procès, des parodies des procès contre le groupe de musique. Bref, il n'y a plus de doute que le Maroc viole systématiquement depuis plusieurs années les droits de l'homme au Sahara occidental. Et évidemment, il y a eu même, pour la petite histoire, la fondation Kennedy qui était de passage au territoire dans les territoires occupés il y a maintenant dizaines d'années, 11 ans exactement. Kiri Kennedy, qui se trouvait avec sa fille là-bas, s'est fait arracher l'appareil photo par un policier marocain et la voiture de Kiri Kennedy a été bousculée. Et Kiri Kennedy, en rentrant, elle a joué de la puissance de son nom et de sa potentiel de lobbying pour faire admettre au niveau de l'administration américaine de proposer l'élargissement du mandat de la MINURSO
pour que la MINURSO ait dans son mandat la protection et la défense des droits de l'homme au Sahara occidental. Oui. Et vous le savez comme moi, Oussad Zine, que le pays qui s'est opposé par un droit de veto, s'il vous plaît, par un droit de veto, quand le droit de veto, généralement, on l'utilise pour éviter les guerres. Eh ben, la France a utilisé son droit de veto pour empêcher l'élargissement du mandat de la MINURSO et défendre les droits de l'homme, cette France qui s'est dit être la patrie des droits de l'homme. Et là, nous rentrons dans le domaine obscur de l'intolérable, de l'impunité protégée, de l'impunité garantie d'ailleurs à Draël et l'État marocain, qui ne respectent pas les résolutions des Nations Unies et qui sont dispensés de respecter les droits de l'homme. Plus que ça. Vous savez bien, mon ami Zine, que l'actuelle présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève est assurée par le Maroc, c'est-à-dire la prime au crime. Oui, c'est un scandale, oui. C'est un scandale sans nom. Et voilà pourquoi on arrive à toucher du doigt l'impuissance des Nations Unies, c'est-à-dire l'incontournable réforme des Nations Unies pour qu'elles puissent au moins être en adéquation avec sa charte et sa politique de maintien de la paix et d'assurer la paix et la sécurité. Évidemment, cela fait qu'on arrive aujourd'hui dans une situation ubuesque, tout à fait kafkaïenne, des États comme les États-Unis d'Amérique qui refusent qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza et d'autres États comme la France qui viennent soutenir l'expansionnisme, la chimère dangereuse, éminemment dangereuse de l'expansionnisme marocain qui menace la paix et la sécurité dans toute la région. Docteur Saïd Ayachi, il nous reste même pas une poignée, il nous reste à peine 2 minutes avant de la fin de l'émission. Je resterai avec vous. Bon, je vous bombarde de questions parce que je sais que vous êtes un spécialiste du dossier et en plus en qualité de président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, vous vous êtes rendu plusieurs fois au siège des Nations Unies. Alors, docteur Saïd Ayachi, pour la première fois depuis sa création en 2021, le groupe des amis de la charte de l'ONU, qui est composé de l'Algérie, de la Biélorussie, de la Bolivie, de la Chine, de la Guinée équatoriale, il y a encore pas mal d'autres pays, a fait référence dans sa déclaration aux droits du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Alors, contrairement à la propagande du Makhzen, la cause sahraoui ne perd pas de soutien. Au contraire, il semble qu'elle en gagne et elle en gagne beaucoup. Absolument. Et pour cause. La cause sahraoui, comme on le sait, Oussad Zine, est adossée à un roc du point de vue du droit international. Personne, aucune puissance au monde ne peut altérer la nature juridique du dossier sahraoui, sauf à changer le droit international, ce qui n'est pas pour demain. Et donc, de ce point de vue, la position du Front Polisario, du peuple sahraoui, est inattaquable. Absolument. C'est un droit à l'auto... Laissez-moi rappeler quelque chose de très rapide et qui nous amène à votre question. Je vous en prie. En 1991, quand le Maroc, je dis bien c'est le Maroc qui a demandé le cessez-le-feu, parce qu'il était militairement vaincu sur le terrain par les unités combattantes du Front Polisario. Exactement. Les Sahraouis ont dit une seule chose. Ils n'ont pas dit donnez-nous l'indépendance. Ils ont dit assurez-nous notre droit à pouvoir choisir librement notre destin à travers le référendum d'autodétermination que nous reconnaît le droit international. Et c'est sur cette base qu'a été signé le cessez-le-feu et les Nations Unies se sont portées garantes de l'organisation de ce référendum, ce qui fait qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe entièrement aux Nations Unies et principalement au Conseil de sécurité. Les Sahraouis ont mis toute leur confiance en les Nations Unies pour que leur droit à choisir librement leur destin leur soit appliqué et organisé. Exactement. Et cela ne s'est pas fait parce que tout simplement, il y a des puissants de ce monde qui violent le droit international ou qui en tout cas feignent de l'ignorer et évidemment cela n'arrange ni le peuple palestinien ni le peuple sahraoui qui continuent tous les deux à souffrir le martyre de l'occupation de l'entité sioniste d'un côté et du régime marocain de l'autre. Laissez-moi ajouter juste une minute sur le fait qu'il y a, je crois aussi, il faut qu'on se tourne vers l'Union africaine. Le problème du Sahara occidental est un problème africain.
l'Afrique doit se réapproprier ces dossiers. Et je rappelle que l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, était partie prenante, était associée aux Nations Unies dans la recherche de la solution pour le conflit du Sahara occidental. Aujourd'hui, la race des membres fondateurs de l'Union africaine, l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair sur les problèmes de colonisation. Il appartient aux dirigeants africains, aux responsables africains, aux masses populaires africaines, aux syndicats africains, aux intellectuels africains de revendiquer la décolonisation du Sahara occidental, parce que la décolonisation de l'Afrique était le premier objectif des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Merci beaucoup, Dr Saïd Ayyachi, pour tous ces éléments. En tout cas, l'histoire nous enseigne, Dr Saïd Ayyachi, que toutes les causes justes finissent toujours par aboutir. C'est la doxa de notre diplomatie, parce que tout simplement, nous avons fait un serment à nos chouhada. Nous avons dit que nous serons toujours contre toute forme d'occupation, de colonialisme. C'est ce que nous faisons. Et l'Algérie, dans un passé très récent, a accompagné 15 mouvements de libération, authentiques bien entendu, qui ont tout abouti à l'émancipation des peuples concernés qui étaient colonisés. Et aujourd'hui, le peuple sahraoui est un peuple colonisé et le mouvement du Front Polisario est un mouvement de libération authentique, reconnu. On vient de le dire, il a été même reconnu par la Haute Cour de justice de l'Union européenne. Et l'Algérie, fidèle à sa doxa politique et diplomatique, accompagne le peuple sahraoui et le Front Polisario parce que la cause est juste, la cause est noble et la cause doit être tout simplement sanctionnée par le droit international et rien que le droit international. Et nous sommes convaincus que le peuple sahraoui finira par arracher sa liberté. Merci beaucoup, Dr Saïd Ayyachi, pour avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Merci beaucoup, Mkolana Eto Arabi. Merci Rima Rouibi pour votre intervention. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la réunion de la 4e commission des Nations Unies, réunion consacrée au conflit du Sahara occidental. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Mouad et Mustafa. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.